Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va revenir sur un épisode un peu musclé de notre histoire. Et c'est pas peu de le dire. Au creux du Loir-et-Cher, dans la ville de Vendôme, reposent les ruines d'un château autrefois symbole de la puissance des comtes et des ducs de Vendôme. C'est de cette lignée qu'est issu Henri IV, roi de France, au cœur des guerres de religion. Pourtant, en 1589, il commence le siège de cette même ville de Vendôme pour soumettre les ligueurs, catholiques, refusant d'obéir à un roi protestant. Mais revenons un petit peu en arrière dans son histoire, tout devrait vous sembler un peu plus clair. En 1553 naît Henri de Bourbon. Il est le fils de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et d'Antoine de Bourbon, duc de Bourbon, lui-même fils de duc et comte de Bourbon depuis 5 générations. Henri devient alors à son tour duc de Bourbon, puis roi de Navarre en 1572, sous le nom d'Henri III. Non content d'être dans la lignée de ces deux titres imposants, Henri est l'héritier de deux religions, calviniste de par sa mère et catholique de par son père. Il est baptisé selon la tradition catholique, puis éduqué en parfait protestant, ce qui implique qu'à ses 9 ans, il a déjà changé 3 fois de religion. Pas mal, non? Il faut dire qu'à cette époque, ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Son mariage avec Marguerite de Valois, arrangé pour aider à réconcilier les deux religions, sera célébré d'ailleurs d'une manière assez originale. Marguerite était devant le prêtre, tandis qu'Henri, lui, se trouvait sur le parvis de la cathédrale. La situation pourrait presque sembler amusante, mais quelques jours plus tard, le 24 juin 1572, a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy. D'abord à Paris, puis dans les villes aux alentours, les catholiques chassent et tuent les protestants. Selon l'historien Jacques-Auguste de Thou, contemporain de cette époque, ce massacre aurait fait près de 30 000 morts. Henri est donc contraint de se convertir au catholicisme et attend quelques années pour repasser au calvinisme. En effet, de grosses tensions sont présentes en France depuis le début du XVIe siècle et les guerres de religion font rage de manière ouverte depuis 1562. Dès l'apparition en France du protestantisme, les rois François Ier puis Henri II ont des politiques extrêmement répressives. Les édits anti-protestants sont promulgués, mais le pouvoir royal reste limité et le protestantisme se développe. Ajoutez à ça des problèmes de succession au trône et il n'en faut pas plus pour que toute la France s'engouffre dans près de 40 ans de conflits qui opposent la Ligue catholique et les Huguenots, chacun souhaitant voir son favori à la tête du royaume. À Vendôme, le couvent des Cordeliers, devenu au XIIIe siècle l'un des établissements franciscains les plus importants, illustre très bien ce climat politique, puisque les religieux y résidant résistent activement contre le développement du protestantisme et contre l'idée même qu'un roi non catholique puisse arriver au pouvoir. Ils y forment une sorte de division locale de la Ligue catholique qui a un véritable poids politique dans la ville. Alors là les amis, c'est vraiment le moment où il faut être très concentré. Ok. Non mais pas toi, les gens qui regardent l'émission. Ok. À la suite de l'assassinat en 1589 du roi de France Henri III par un fanatique catholique, Henri de Bourbon, aussi nommé Henri III de Navarre, est couronné roi de France. Cette fois-ci, sous le nom d'Henri IV. Et à vrai dire, heureusement, parce qu'Henri III, héritier d'Henri III, ça aurait été une histoire assez difficile à suivre. Mais Henri IV est un roi protestant et la population catholique voit d'un mauvais œil ce règne. La majorité du peuple, ainsi que la Ligue catholique, ne le connaissent pas en tant que roi, et Henri IV doit reconquérir son propre royaume de manière assez musclée. En 1589, les ligueurs, menés par le gouverneur de la ville Maillet de Bénéard, occupent le duché de Vendôme et refusent d'ouvrir les portes et de rendre la ville à Henri IV, qui va donc l'assiéger. La première cible est le château féodal, protection reine de la ville, dont l'origine remonte probablement à l'époque gauloise et qui fut développée ensuite au fil des siècles, les tours ayant probablement été rajoutées à l'époque du premier comte de Vendôme, Bouchard le Vénérable. Lors de la guerre de 100 ans, le château est encore remanié et une chambre de justice y est installée. Cependant, les tours moyenâgeuses ne résistent pas longtemps aux boulets de canon. L'une d'entre elles cède, une brèche se forme rapidement et tandis que les défenseurs fuient vers la ville, les troupes d'Henri IV s'y engouffrent à leur suite par le petit chemin des chanoines. C'est rapide. Les troupes d'Henri IV seraient ensuite passées par la porte du Pont-Neuf et par le pont qui va avec. Contrairement à la porte en plutôt bon état, le pont n'est plus visible aujourd'hui, mais pour une raison un peu moins chevaleresque que le siège de la ville par un roi. Il disparaît au XVIIIe siècle à cause de l'érosion et du manque d'entretien. Bref, les troupes d'Henri IV prennent ensuite plutôt aisément le reste de la ville.
Exaspéré par ses rébellions et piqué par son ego, Henri IV donne l'autorisation à ses soldats de piller la ville. Le couvent des Cordeliers, siège des ligueurs, est saccagé et l'église est mise à sac et même incendiée. Heureusement, le cloître sera restauré et même agrandi quelques siècles plus tard pour le transformer en maison d'éducation au XVIIIe siècle, puis en maison de retraite en 1960. Ce pillage concerne toute la ville. Seule la collégiale du château et l'abbaye de la Trinité, magnifiques pièces de style gothique flamboyant, sont épargnées. Les deux meneurs de la fronde sont punis de mort après avoir été arrêtés au sein du couvent des Cordeliers. Le cordelier Chessé est pendu, le gouverneur Maillet de Bénéard, lui, est tout simplement décapité. Ce comportement de Henri IV est tout de même assez étonnant, puisque justement il est connu et apprécié pour avoir évité le maximum de pillages et d'affrontements, préférant des solutions plus pacifiques afin d'éviter aux populations locales de souffrir par son passage. Ce siège, et celui du Mans un petit peu plus tard, serviront d'ailleurs d'argument d'autorité et poussent toutes les villes entre Tours et Le Mans à se rendre sans combattre. Ouais, mais peut-être qu'en vrai, Henri IV, il était plutôt sympa. Parce que moi, j'ai un tonton, il s'appelle Henri, il était plutôt cool. Et je sais que des fois, les gens, ils racontent des trucs exagérés, tu vois. Et je pense qu'à l'époque, c'était déjà le cas. Ah bah ça c'est bien possible, et d'ailleurs, les écrits catholiques condamnent et exagèrent plus le trait sur les pillages et les destructions que les écrits protestants. On peut également nuancer le fait que ça soit Henri IV qui ait directement donné l'ordre de pillage, car à côté de ses soldats français et suisses à son service, il y avait également des mercenaires anglais, connus pour être indisciplinés, mal payés, et donc pratiquant le pillage pour se rémunérer même s'ils n'avaient pas l'aval de leurs supérieurs. Malheureusement, on ne saura jamais vraiment la vérité, puisque les archives ont brûlé en 1940, et ça, c'est ballot. En tout cas, malgré tous ces efforts, cette conquête de la France n'a qu'un effet limité, et il n'est jamais vraiment accepté en tant que roi protestant. C'est pourquoi il se convertit une fois de plus au catholicisme en 1594, puis promulgue l'édit de Nantes en 1598, donnant une plus grande liberté aux protestants et mettant fin aux guerres de religion. Ironie de l'histoire, César de Vendôme, duc de Vendôme, bâtard légitimé d'Henri IV, réaménage le château en résidence. D'outil de défense, il passe à lieu de villégiature. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il est toujours possible de l'admirer et la tour de la Glacière est même visitable durant l'été. En 1623, il fonde le collège de Vendôme qu'il confie à l'ordre des oratoriens. Par la suite, école militaire puis lycée, ses murs de briques blanches et ocre abritent maintenant l'hôtel de ville. Cet épisode marque la fin de cette série de 5 vidéos autour des lieux de patrimoine dans le Loir-et-Cher. Merci à eux d'avoir produit cette émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui va bien, à commenter, à partager, et on se retrouve très rapidement pour un nouveau reportage. Salut!